Il est certain que Viktor Orban était dans ses relations avec les institutions européennes dans une relation très difficile, qui était tout simplement liée au fait que le non-respect de l'état de droit a mené les Européens à geler la transmission d'un certain nombre de fonds à destination de la Hongrie. Et, le Premier ministre Orban a su de fait utiliser la situation qui est celle de l'Ukraine aujourd'hui, dans sa situation, dans la situation compliquée dans laquelle elle se trouve, et peut-être plus particulièrement après la fin de la contre-offensive, pour tout simplement obtenir le maximum de la part des autres États membres de l'Union européenne. Et donc, d'une certaine manière, oui, Viktor Orban a obtenu probablement ce qu'il souhaitait au début de cette négociation. Et est-ce qu'avec le déblocage de ces fonds, il pourrait changer demain ses positions sur l'Ukraine, car c'est un sommet crucial qui va s'ouvrir, notamment sur le déblocage d'une nouvelle aide financière pour Kiev, une aide vitale en ce moment, alors qu'on sait que ça bloque aussi du côté des États-Unis. Il est certain que depuis le début de cette guerre, le Premier ministre Orban a eu pour une position singulière au sein du champ européen, en insistant sur l'idée que la Russie allait probablement emporter ce conflit. Et donc, il voit les résultats de l'échec de la contre-offensive comme, en quelque sorte, la confirmation de son analyse sur le point. Est-ce qu'il sera à même, du coup, de changer son comportement? Pas nécessairement, puisque dans le cas présent, il pourra toujours railler du fait qu'il a eu raison contre une partie de ses collègues européens à l'heure où nous parlons, et que, en vertu de cela, il n'y a pas de raison pour lui de changer. Il essaiera plutôt de démontrer que c'est aux autres Européens de changer. Donc, va-t-il pour autant bloquer toute forme? Est-il en capacité de bloquer l'adhésion, en tout cas la demande d'adhésion des Ukrainiens? Vraisemblablement à ce stade, ce qu'il faut comprendre, c'est que d'autres États se cachent en quelque sorte derrière la position de Viktor Orban pour ne pas avoir eux-mêmes à sortir du bois. Et quels sont ces États? À quel État faites-vous allusion? On pourrait penser par exemple au cas de l'Autriche, qui n'est pas nécessairement désireuse de voir un nouveau round d'élargissement, mais on peut également penser à la Slovaquie. La Slovaquie qui est frontalière de l'Ukraine et dont le Premier ministre a lui-même eu plusieurs déclarations qui ont été considérées comme plutôt hostiles en ce qui concerne l'Ukraine. Donc plusieurs pays vont se cacher à des degrés divers, mais en tout cas avec certainement la volonté pour les uns et les autres de se cacher à la fois derrière Viktor Orban, mais aussi derrière Washington, puisqu'on sent bien qu'il y a des formes d'inquiétude aujourd'hui, que ce soit dans l'Europe du Nord ou que ce soit en Europe centrale, par rapport à l'engagement américain en Europe. Et donc, on peut penser que pour ces raisons-là, Viktor Orban n'a que peu de raisons de changer sa position, sans être pour autant nécessairement à mesure à lui tout seul de bloquer le progrès des relations entre l'Union européenne et l'Ukraine. Sur le terrain, on le voit, la Russie accentue la pression sur Kiev. Encore la nuit dernière, avec cette attaque de missiles sur la capitale Kiev. Si cette nouvelle aide européenne n'était pas votée par les Européens à l'occasion de ce sommet, ça aurait des conséquences immédiates sur le front, quand on sait que ça bloque aussi du côté des États-Unis. La problématique d'une guerre d'attrition, comme celle que l'on observe le long du front entre la Russie et l'Ukraine, c'est l'opposition entre deux potentiels industriels, économiques, humains. Et donc, si d'aventure l'Ukraine ne devait pas obtenir l'aide qu'elle est en droit d'espérer de la part de ses alliés, alors le plus probable est que le rapport de feu entre la Russie et l'Ukraine sera encore davantage qu'aujourd'hui en faveur de la Russie. Et donc, ça ne veut pas nécessairement dire que l'ensemble du front est en risque de craquer. Cela veut certainement dire en revanche que du côté des défenseurs ukrainiens, il faudra être extrêmement économe par rapport aux armes qui seront reçues, tirées. Et donc, de ce point de vue-là, ça induit non pas un effondrement local, mais en tout cas une fragilité sur l'ensemble de la ligne de front. Ça, c'est effectivement quelque chose que l'on risque de voir au cours des prochains mois.
Comment expliquer, Florent Parmentier, cette lassitude aujourd'hui des alliés de Kiev en Europe, aux États-Unis? Est-ce que c'est lié à l'échec de la contre-offensive lancée en juin? Ils ont l'impression que finalement tout l'argent qu'ils donnent, toute l'aide militaire ne sert à rien? Il y a quelque chose qui est de l'ordre effectivement de la fatigue par rapport aux conséquences de la contre-offensive. Ça, c'est un élément, mais ce n'est pas le seul élément. Il faut également prendre en compte finalement les autres fronts sur lesquels se déroule cette crise. Crise qui a des impacts économiques en Europe, plus qu'aux États-Unis. Crise qui arrive dans un contexte électoral en ce qui concerne Washington. Crise qui est enfin en concurrence avec une autre crise, celle de la guerre entre Israël et le Hamas, et donc cette guerre entre Israël et le Hamas domine également l'actualité internationale. Donc au bout d'un an, plus d'un an et demi maintenant depuis que dure cette guerre, ce qu'il faut voir, c'est que d'abord les stocks d'armement des Européens que les Européens sont prêts à envoyer sont aujourd'hui beaucoup plus limités qu'ils ne l'étaient au début de la guerre, et surtout il y a une forme d'équilibre qui semble s'être affirmée, équilibre dans lequel les Européens, les Américains envoient juste ce qu'il faut d'armes aux Ukrainiens pour pouvoir résister, mais pas nécessairement suffisamment pour pouvoir organiser une percée. Cette contre-offensive, c'était la percée qui était attendue et malheureusement, elle n'a pas eu lieu comme il était attendu.